Bonsoir. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition des conférences du jeudi. Le cycle des conférences du jeudi vous propose une conférence par mois, comme vous le savez. Il est organisé en partenariat avec les archives départementales de la Haute-Marne, l'association Archéolona et le musée de Saint-Dizier. Alors, je vais vous entretenir ce soir d'un sujet jardin. Vous ne me connaissez peut-être pas, Marc Lechien, je suis paysagiste urbaniste et ancien directeur artistique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Haute-Marne. Je dis ancien puisque je suis jeune retraité depuis le 1er janvier. Voilà, donc je me suis occupé dans ce service de la découverte, la restauration, la promotion du patrimoine des parcs et jardins en Haute-Marne, à travers notamment une brochure qui s'intitulait « Visiter un jardin en Haute-Marne » et qui rassemblait chaque année environ 45 jardins qui étaient donc ouverts au public pendant un temps plus ou moins long. Pour certains, les grilles étaient entrouvertes. Des propriétaires avaient cet accueil de montrer leur patrimoine, mais effectivement, parfois, ce n'était pas pour eux une priorité, donc d'autres jardins étaient ouverts beaucoup plus facilement. Bon, vous connaissez bien sûr le Grand Jardin de Joinville, mais beaucoup d'autres. Alors, le jardin de Cirey, c'est un jardin qui est ouvert au public, donc après la conférence, vous pourrez, dès que les conditions sanitaires s'amélioreront, vous pourrez aller le visiter et mettre vos pas dans ce que je vous propose ce soir. Alors, la conférence est sous-titrée « Le jardin et le parc de Cirey-sur-Blaise, du classicisme au pittoresque ». Je vais surtout vous parler du classicisme, c'est-à-dire de la période d'Émilie du Châtelet, mais je ne vous laisserai pas choir au milieu du XVIIIe siècle et je vous parlerai un petit peu de l'évolution du parc de Cirey pendant le XIXe siècle, puisqu'il y a l'intervention d'un paysagiste très important qui va modifier les lieux et apporter beaucoup de choses à ce grand parc. Alors, d'abord vous parler des protagonistes. Donc, nous sommes vers 1745 en ce qui concerne ces deux portraits. La période dont je vais vous parler très précisément, elle s'écoule de 1734 à 1749, 49 étant malheureusement la date de décès d'Émilie du Châtelet. Donc, Émilie du Châtelet et François-Marie Arouet de Voltaire. Alors, Émilie du Châtelet est propriétaire de Cirey, ou plutôt elle est propriétaire avec son mari, Florent du Châtelet. Florent du Châtelet est un militaire, il sera maréchal de camp, donc il aura un poste assez important, et il sera souvent à l'extérieur et revenant dans son domaine peut-être moins d'une fois par an, ça dépend des années et des campagnes qu'il doit mener. Alors c'est un mari qui a à peu près l'âge de Voltaire, d'ailleurs ils sont tout à fait contemporains. Voltaire a 40 ans à cette époque-là et Émilie du Châtelet en a 28. Voilà, ce qui n'est pas une différence très importante au XVIIIe siècle, les différences d'âge, notamment dans le sens de l'épouse, d'une jeune épouse, est très 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 courante. Donc ce mari est, je ne dirais pas complaisant, mais enfin c'est un homme qui accepte tout à fait que sa femme vive loin du front, on va dire, et qu'elle entretienne des amitiés. Alors ces amitiés iront parfois assez loin, en tout cas avec Voltaire c'est bien sûr le cas. Alors Voltaire, lui, il rencontre Émilie du Châtelet dans la famille d'Émilie du Châtelet, qui est la famille de Breteuil, et il tombe, j'allais dire, complètement en accord avec elle. C'est une femme, on dirait une femme savante, mais pas au sens où on l'entendait au XVIIe siècle. C'est une vraie femme savante. Elle traduit Newton, pour vous donner un exemple, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Elle s'intéresse beaucoup à la philosophie, à la littérature, aux arts, et Voltaire, bien sûr, ne manque pas de remarquer cette jeune personne qui a tant d'attrait. Donc, ils ont au départ une grande affinité, on va dire, intellectuelle,
mais qui deviendra assez vite une affinité amoureuse également. Donc Voltaire d'ailleurs va garder un souvenir tout à fait ému de cette période, et il en parle tant dans sa correspondance que dans ses mémoires. Alors il dit par exemple « L'amour fera de Ciré le paradis terrestre ». Alors bon, il dit ça au début bien sûr. Vers la fin de ces 15 années, on a un autre son de cloche par Émilie, et on voit que l'amour laisse place, elle dit-elle, au sentiment paisible de l'amitié. Mais bon, voilà. Par ailleurs, Voltaire, toujours, cite le poète latin Horace. Ici, le poète, aimant la vertu, méprisant la foule et la cour, cultivant l'amitié, demeure caché, retiré à la campagne. Il se cite lui-même dans ses mémoires « Asile des beaux-arts, solitude où mon cœur est toujours demeuré dans une paix profonde, c'est vous qui donnez le bonheur que promettait en vain le monde. » Voilà un peu dans quelle disposition d'esprit se trouve Voltaire pendant ces 15 années. Et vraiment, c'est quelque chose de très sincère chez lui. Dans sa correspondance, il parle évidemment des travaux, puisqu'il s'investit énormément. On peut supposer, on n'en a pas la preuve, mais qu'il y consacre aussi des moyens, puisque Voltaire, contrairement à Rousseau, n'est pas un philosophe pauvre, il a quelques moyens, et probablement il collaborera aux travaux de façon à ce que ça avance plus vite. Il est concerné au premier chef, puisqu'il fera notamment édifier une aile au château, on verra ça de plus près, avec des sculptures qu'il surveillera de très près. Alors, il écrit par exemple à Madame de Chambonin, qui est une de ses amies, « Des terrasses, des remises, des grilles, de longues allées m'ont arraché, madame, au plaisir de vous faire ma cour. » Donc, bon, même si c'est un discours, j'allais dire, un petit peu convenu, on sent quand même qu'il a beaucoup d'investissement dans ces lieux. Il dit encore « J'attends ici tous les jours des ouvriers. Je suis moi-même le piqueur, c'est-à-dire l'activeur, de ceux qui travaillent. J'écris leur nom chaque jour dans un grand livre de comptes. » Donc voilà, il n'est pas du tout dans quelque chose de contemplatif, hein. Il s'investit vraiment. Ce qui l'amène parfois d'ailleurs à contredire, ou enfin à se disputer gentiment avec Émilie du Châtelet, qui est quand même finalement la propriétaire des lieux, hein. Alors, elle dirige quand même les travaux, et elle contrarie Voltaire, qui s'en plaint d'ailleurs avec humour. Il dit « Elle fait mettre des fenêtres où j'avais mis des portes, elle change les escaliers en cheminées et les cheminées en escaliers. Elle fait planter des tilleuls où j'avais proposé des ormes, et si j'avais planté un potager, elle en ferait un parterre. » Donc vous voyez que dans le couple, voilà, les échanges peuvent être vifs, en tout cas ils sont forcément constructifs, comme on va le voir maintenant. Alors, voilà une vue du château de Ciré. C'est la façade est, enfin exposée à l'ouest, qui occupe le fond de la cour, mais côté vallée de la Blaise. Alors, vous voyez que le noyau central du château, c'est le bâtiment en briques et pierre. Et sur la droite de la vue, hein, c'est un tableau de 1742, donc on est tout à fait contemporain, puisque Voltaire et Émilie travailleront sur ce chantier, entre guillemets, à partir de 1743. Donc le tableau nous représente bien l'état des lieux. Donc sur la droite, on a encore le vieux château, une partie du vieux château défensif qui occupait la butte, hein, sur laquelle est placé l'ensemble du domaine. Et puis, on le verra mieux tout à l'heure avec une vue sur la cour, c'est un château inachevé, faute de moyens, faute d'initiative. Et donc, on a quelque chose qui paraît un peu déséquilibré entre le vieux château qui n'est pas démoli et le château neuf qui est un petit peu sur le côté gauche. Là, on voit que ça s'achève avec des terrasses, des balustrades. On n'est pas dans un grand bâtiment tel qu'on aurait pu l'imaginer.
Alors, comment se présente cette façade qui domine donc le paysage? Bien que ce paysage soit assez peu représenté, vous avez au premier plan des canaux. Alors, il y a la Blaise canalisée au premier plan et ensuite un canal qui servira de vivier. Ensuite, eh bien, vous avez j'allais dire, des terrasses. Oui, ce sont des terrasses qui sont dissimulées par un treillage. Donc, probablement des terrasses réalisées avec des murs de soutènement en pierre sèche. Et puis, vous avez un bassin sur la gauche du château qui constitue un premier jardin en contrebas de la cour du château, la cour d'honneur. Alors, voilà ce que pouvaient donner ces fameux terrassements. Donc en pierre sèche, c'est un exemple que j'emprunte au jardin de Cons, jardin en terrasse de Cons, tout près de Langres, qu'on a récemment restauré. Donc ce sont des murs qui peuvent atteindre 6 à 7 mètres de haut, en pierre sèche, avec une inclinaison de façon à mieux résister aux poussées de la terre. Pourquoi en pierre sèche? Eh bien pour que l'eau qui tombe dans la terrasse supérieure puisse s'évacuer le plus rapidement possible. Sinon, bien sûr, la terre gonfle et pousse sur les murs qui s'écroulent. Donc, pour vous donner un exemple, une maçonnerie avec des joints, qu'ils soient à la chaux ou au ciment, eh bien, pour un tel mur, on a une espérance de vie de 30 à 50 ans. Si c'est en pierre sèche, on est dans les 200 ans. Donc, évidemment, à condition d'avoir les moyens et le temps, mais on n'hésite pas. Alors, ces murs, je vous le disais, sont dissimulés par des treillages. Des treillages ici qui sont réalisés en châtaignier à Cons, mais à l'époque, ils étaient probablement réalisés en chêne, parce que le châtaignier est un arbre calcifuge, donc qui fuit le calcaire et qui ne pousse pas du tout en Haute-Marne, sauf dans la partie peut-être de Bourbonne-les-Bains, où là on a du grès, donc un sol plus acide, plus propice au châtaignier. La maille est d'un pied sur un pied, c'est-à-dire en gros 33 cm sur 33 cm, et elle est conforme à ce qu'on trouve dans l'encyclopédie de Diderot. Il y a peu d'articles qui concernent le jardin, mais on a une vision d'un treillage représenté donc, en gravure dans l'encyclopédie. Alors sur ce treillage, bien sûr, on ne le laisse pas comme ça, on se sert de ce treillage comme d'un support. Alors dans les différents documents de ciré, on voit qu'on parle de vigne vierge. Alors la vigne vierge, c'est plutôt une plante grimpante qu'on met quand l'exposition n'est pas très bonne. Quand elle est bonne, comme à l'ouest par exemple, eh bien on a surtout des plantes fruitières de la vigne ou des espaliers de poiriers par exemple, plutôt des poiriers que des pommiers. Hein. Le pommier est considéré au XVIIIe siècle comme un supplément de nourriture pour les paysans. Hein, donc c'est assez méprisé. La poire est vraiment le fruit aristocratique. Et pour vous donner un exemple, dans le traité de Duhamel du Monceau, par exemple, eh bien, on a 70 variétés de poiriers différents et 19 seulement de pommes. Donc la pomme, c'est vraiment le 19e siècle qui va vraiment développer les variétés de ce fruit. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plutôt le contraire. On a plutôt plus de choix dans les pommes que dans les poires. Mais au XVIIIe siècle, au contraire, c'était quelque chose de très, très, très prisé. Donc voilà d'un peu plus près cette façade avec le pavillon Louis XIII et puis son extension un petit peu plus tardive en pierre de taille, avec un reste d'un des sous-bassements, mais ensuite, bien sûr, le dénivelé a été aplani au XIXe siècle et on a une pente douce avec une allée en contrebas et on n'a plus du tout cet effet de terrassement qui donnait une allure un peu particulière, bien sûr, au château qui apparaissait au sommet de ces ensembles de murs. Donc, au premier plan, le canal, le nouveau canal, et derrière lui, en parallèle, la Blaise canalisée. Et bien sûr, la vallée qui représente un site tout à fait extraordinaire, mais qui ne sera finalement pas très exploité à l'époque de Voltaire et d'Émilie du Châtelet. C'est quelque chose qu'on verra plutôt se renverser comme point de vue au XIXe siècle.
Voilà une vue donc, du premier canal qui est recreusé à l'époque d'Émilie et de Voltaire, recreusé pour servir surtout de vivier. En même temps, bien sûr, il permet un drainage de la vallée, qui est à ce moment-là la vallée de la Blaise, qui est assez. La Blaise était assez parcourue de méandres, et c'était évidemment pas facile. Avec un assainissement, on pouvait utiliser les terres pour faire des prés sans que les animaux, bien sûr, s'enlisent. Alors, là, vous remarquerez la façade, enfin qui n'existe pas, mais la partie sud du jardin. En fait, ces petits ronds, ce sont tout simplement des quinconces. Alors, quinconce, ça vient du chiffre quin, 5, Charles Quint, pensez à Charles Quint, et qui reproduit le dé. Si vous voyez un jeu de dés, eh bien vous verrez 5 points. Le dé est tout à fait représenté par ce schéma. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est une idée qui nous vient de la culture des forêts, puisque 5, c'est la manière, le quinconce, c'est la manière d'implanter le maximum d'arbres dans un minimum d'espace. Voilà. Alors, c'est étonnant pour nous parce que si on se représente bien les choses, eh bien ces quinconces viennent boucher complètement la vue sur la vallée de la Blaise. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui, à cette époque-là, est valorisé. C'est plutôt un espace de culture. Et je ne dis pas qu'il est méprisé, mais en tout cas, ce n'est pas de ce côté-ci qu'on va développer le jardin. Le jardin, eh bien, on va avoir deux axes, un principal et un secondaire. Cet axe secondaire sur la façade latérale, avec cette grande porte qui a été voulue par Voltaire et Émilie, avec une série d'attributs qui sont sculptés dans les voussures. Donc la voussure, c'est la partie qu'il y a entre les pilastres et la porte-fenêtre proprement dite. Donc ces voussures qui sont décorées d'attributs qui renvoient bien sûr à la nature. Donc la nature est placée au cœur du château et du jardin. Voilà cette porte. Donc un premier axe va partir de cette porte, mais va buter assez vite dans ce qui sera non pas la vallée de la Blaise, mais voilà cet axe qui butait à l'époque sur les quinconces de Tilleuls. Donc voilà, la vallée, malheureusement, n'était pas quelque chose de valorisé, bien qu'elle soit relativement spectaculaire. Alors, voilà une vue d'époque, on est toujours en 1742, la façade ouest du château. Vous voyez dans l'axe de ce qui aurait dû être le château une statue, et en fait, on aurait dû avoir le symétrique sur la droite. Donc le château, la construction du château s'est arrêtée là. Et sur la gauche, vous voyez la nouvelle aile qui a été voulue par Voltaire et Émilie du Châtelet. À l'époque, elle n'est pas terminée, donc on a juste installé une balustrade pour cacher la future toiture, qui était une toiture plate. Alors, même si le château n'est pas complet, on imagine quand même que son axe, qui est souligné à la fois par plusieurs statues, une statue d'Athéna au centre en référence au maître de maison, Athéna, donc la déesse de la guerre. Ensuite, nous avons 2 lions, donc symbolisant la force, qui ferment cette cour d'honneur qui est pourvue d'une balustrade. Et puis, on enjambe des fossés avec ce pont qui est une sorte de passerelle en fait, et qui détermine l'axe des jardins tels qu'on va les découvrir. Voilà. Alors, cette vue, elle est tout à fait imaginaire, tout à fait flatteuse, puisqu'on a l'autre moitié du château qui n'existera jamais, qui ne sera jamais construite, mais on comprend mieux, bien sûr, l'axialité, et on colle bien au précepte du classicisme dans le domaine des jardins,
puisque vous savez qu'un des traits du classicisme, c'est qu'on crée un faire-valoir réciproque entre le château et le jardin à travers cet axe de symétrie qui leur est commun. Alors, de quoi est composé ce jardin? Eh bien, une fois franchis les fossés, vous voyez un certain nombre d'arbres qui sont taillés en boule, donc un espace plutôt sombre qui oblige l'œil à se concentrer sur l'axe de symétrie et ne se laisse pas distraire sur les côtés puisque les vues sont cachées par ces arbres. Une grille qui finalement qui interdit mais qui valorise aussi l'entrée du jardin. Cette grille qui est relayée par des murs de part et d'autre et donne accès à ce qu'on pourrait appeler un tapis vert, donc un grand gazon cerné par deux allées de chaque côté, avec les jardins proprement dits qui se trouvent de part et d'autre de cette double allée. Alors à gauche, nous avons un potager, un potager qui est reconnaissable par les différents rectangles de culture. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une broderie comme on pouvait en avoir au XVIIe siècle, mais au contraire, là on est près de la maison et on a plutôt de l'utilitaire. Ça peut paraître assez étonnant. Au milieu de ce potager, eh bien, on a un bassin, mais ça par contre c'est quelque chose de tout à fait normal, un bassin qui permet d'arroser les légumes avec de l'eau à température ambiante. Parce que si on arrose avec l'eau du puits, par exemple, qui peut se trouver à 5-7 degrés, eh bien, on va provoquer des chocs thermiques sur les légumes et ça ne va pas bien se passer. Donc on a toujours un bassin dans ces potagers. Sur la droite, eh bien, on a un jardin qu'on pourrait intituler un jardin bouquetier, avec ces parterres fleuris. Vous voyez des différentes fleurs, différentes couleurs. On parlera un petit peu plus tard de quoi ces fleurs sont composées. Et puis si vous êtes assez attentif, vous allez apercevoir Voltaire et Émilie du Châtelet qui se promènent dans ces allées avec un petit chien qui parcourt l'espace. Donc on les imagine très bien dans ce jardin surveillant leur culture, la poussée des fleurs pour faire des bouquets. Hein. Un bouquetier, c'est bien ça. C'est un jardin qu'on n'admire pas, mais dont on cueille les fleurs pour orner la maison. Il y avait même des bouquetiers dans les abbayes. Alors cette fois-ci, ce n'était pas pour orner les cellules des moines, mais c'était pour orner les autels, bien sûr. Donc le jardin bouquetier, c'est un élément très présent dans les jardins du classicisme. Et puis, faisant suite au bouquetier, eh bien, un nouveau potager, vous reconnaissez. Alors, il est un peu conçu comme l'autre, il n'y a pas de bassin central, mais il est entouré d'une petite bordure qu'on peut imaginer être du buis. Alors le buis, il faut savoir que ça va se généraliser au XVIIe siècle, mais on avait auparavant toutes sortes d'autres plantes pour cerner les parterres. Ça pouvait être de la germandrée, on a même dans certains inventaires des fraisiers. Donc une plante qui se prête relativement bien soit à la taille ou en tout cas qui a une croissance mesurée de façon à assurer un dessin le plus géométrique et le plus, comment dirais-je, le plus permanent possible du jardin. Alors, il y a des choses dont on peut s'étonner, c'est que le jardin bouquetier, il est très ombragé avec ses arbres taillés en boule. Bon, j'avoue que je n'ai pas de réponse vraiment, mais ça paraît un petit peu aberrant de mettre à l'ombre toutes ces fleurs qui, à mon avis, ont dû souffrir de cette ombre, de même que le potager, on a une ombre projetée des arbres, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour obtenir des légumes. Mais, ma foi, c'est une vue qui nous est parvenue. On est déjà, je veux dire, fort heureux d'avoir ce type de document. Alors, le tapis vert, le voilà, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Les allées de part et d'autre, eh bien, on les imagine un petit peu aussi. Et par contre, les carrés potagers et les carrés bouquetiers ont disparu. On en a simplement retracé le dessin avec une... je vais vous le montrer peut-être tout de suite. Non, je vous le montrerai après. Donc cette allée qui en fait détermine une perspective assez longue qui vient buter sur les collines boisées
au-delà du parc, en fait, cette perspective atterrissait sur une sorte de temple circulaire qui était en fait un belvédère. Alors, aujourd'hui, on comprend bien la chose. Voilà un petit peu quelques vues de ce belvédère, un belvédère circulaire, voilà, qui est entouré d'un sceau de loup, c'est-à-dire que personne de l'extérieur ne peut rentrer dans la propriété. De cette manière-là, on a des vues sur l'extérieur, mais on assure complètement la fermeture du domaine. Voilà, cette vue est peut-être plus lisible. Donc, sur la partie centrale, circulaire, on avait une colonnade qui était réalisée en bois, d'après les témoignages archivistiques, et qui donc assurait un élément vertical vers lequel le regard pouvait se diriger. Bon, les colonnes en bois forcément ont disparu, malheureusement. Voilà une idée du sceau de loup. Alors, ce n'est pas en très très bon état, mais on comprend quand même très bien l'arrangement. Alors, sur cette grande allée, on a également un petit bâtiment qui a son intérêt, c'est la glacière. Alors, il n'a pas d'intérêt visuel dans la composition parce qu'il est assez bas. En fait, dans une glacière, tout se passe en profondeur. Voilà, ce n'est pas la glacière de Ciré, mais enfin, ça vous donnera une idée de ce qu'est une glacière. Donc, en fait, c'est une sorte de puits maçonné en forme d'œuf ou de cône, comme on veut. Vous aviez une entrée pourvue de 2 portes. Une première porte que vous refermiez derrière vous. Ensuite, vous aviez une sorte de sas, de façon à préserver l'entrée de l'air chaud, puisqu'on essayait au maximum de conserver le froid. On ne savait pas produire le froid à cette époque-là, mais on savait bien le conserver. Donc, à travers ce type de construction, et bien sûr une isolation qui était réalisée avec de la paille et de l'argile tout autour des parois. Alors là, ce n'est pas très, très bien expliqué sur ce schéma. Mais on jetait donc des blocs de glace par l'entrée. S'il n'y avait pas de glace, par hasard, on avait une année moins froide, eh bien c'était de la neige. Et on enveloppait ensuite des victuailles dans des linges de façon à ce qu'elles ne soient pas en contact avec la neige ou la glace, qui n'était pas forcément propre, hein, puisqu'on la tirait de l'étang, entre autres du grand canal que vous avez vu tout à l'heure. Donc ces victuailles étaient isolées. Ça arrivait aussi qu'on prenne de la glace et qu'on la mette dans des armoires frigorifiques, les ancêtres du réfrigérateur, qui étaient des armoires en bois, mais avec une isolation qui permettait de conserver la glace, pas extrêmement longtemps, moins longtemps que dans la glacière, mais de l'avoir sous la main. Alors, si on revient donc à cette composition imaginaire pour la partie des constructions, ce qui est intéressant de remarquer, on a plus de détails sur le jardin bouquetier et on remarque aussi que sous les arbres, à gauche, eh bien, on a à nouveau des parterres de fleurs. Alors là, très ombragés. Voilà, j'ai toujours la même interrogation. Et on a toujours nos 2 personnages avec peut-être l'intendant, M. de la Bonnardière, qui est souvent mentionné dans les contes. Et puis à gauche, le jardinier, probablement Parmentier, dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Tous les murs, vous voyez, sont couverts de treillage, et forcément sur lesquels on palisse, là on ne les voit pas, mais on peut palisser de la vigne vierge, des vignes à raisin de table ou des poiriers, probablement. Alors, un jardin vivrier comme ça peut étonner dans un jardin qu'on peut considérer quand même par l'aspect symétrique, comme un jardin du classicisme tel qu'on en a réalisé depuis André Le Nôtre, pour citer quelqu'un de très connu. Et avoir un jardin symétrique qui est finalement dédié à des cultures vivrières, ça peut paraître étrange. Alors, on a un deuxième exemple tout à fait prestigieux en Haute-Marne, c'est le jardin de Donjeu. Alors, le jardin de Donjeu, qui a été conçu dans les années 1750, est complètement dissocié du château, puisque son axe ne correspond pas à celui du château, son axe de composition.
Donc on n'est plus dans cette relation de faire-valoir réciproque maison-jardin. Donc c'est un jardin assez atypique. Et vous voyez que dans le jardin lui-même, eh bien, les parterres sont uniquement cultivés avec des légumes ou des fleurs à couper. Donc Cirey, de ce point de vue-là, à cette époque-là, n'est pas un cas isolé. Par contre, il faut bien se dire que nous sommes à la moitié du XVIIIe siècle, donc ce qu'on appelait la partie fleurie du classicisme, donc l'époque Louis XV, et que la rigueur du classicisme de Louis XIV a souffert ici qu'on dédie ces parterres à de l'utilitaire. On le sait assez peu et c'est d'autant un témoignage intéressant. Alors revenons à Cirey. Voilà ce qu'on a réalisé pour retrouver un peu la trace de ces jardins, qui étaient des dessins très très simples. Hein. On voit des carrés qui sont divisés par des allées médianes ou diagonales. Voilà, avec le bassin hein, qui subsiste, alors pas en très bon état, mais qui permet de bien comprendre cette composition, le bassin de l'ancien potager, avec les treillages que vous voyez encore appuyés sur les murs. Alors on a d'autres informations que les textes de Voltaire, les textes d'Émilie du Châtelet, et d'autres informations que ne livre pas le terrain. C'est le traité qui a été fait entre Florent-Claude du Châtelet, donc le propriétaire des lieux, le mari d'Émilie, et Jacques Parmentier, qui restera jardinier pendant de très nombreuses années de ce domaine. Alors c'est très intéressant parce que ce traité, eh bien, il a été co-rédigé par Jacques Parmentier, le jardinier, qui était un jardinier qui savait écrire, qui savait lire. C'était pas un manœuvre, hein, c'était quelqu'un déjà d'un bon niveau, et Florent-Claude du Châtelet. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce traité? Bien sûr, il comporte toutes les tâches que doit faire ce jardinier. Et du coup, on sait ce qui est cultivé dans le jardin. Alors, je vais vous donner une lecture de ce qui figure en ce qui concerne les légumes et les fleurs. De toutes les façons requises et nécessaires, et les entretenir dans le plus grand goût, et les tenir bien complantés de légumes et de fleurs. Complantés, ça veut dire plantés ensemble, donc on associe les légumes et les fleurs. De faire 2 carrés d'artichauts, un de blanc, un de violet, dans les endroits les plus convenables, c'est-à-dire les mieux exposés. Un grand carré d'asperges, un carré de laitue romaine, outre celle ordinaire. Donc la laitue romaine, à l'époque, c'est quelque chose d'un petit peu relevé, un peu choisi. Un grand carré de navets, des oignons en suffisance, tant pour l'été que pour l'hiver. Donc ça nous donne des indications aussi sur que mangeait-on. Hein, si on mangeait des oignons aussi bien l'été que l'hiver, c'est quelque chose qui entrait beaucoup dans la cuisine de l'époque. Des cardes et cardons de toute espèce, des choux-fleurs, des choux pommés, de la chicorée, des pois, de l'oseille, du persil, du cerfeuil, de la pimprenelle, ça c'est un petit peu moins cultivé aujourd'hui, du pourpier, ça c'est une salade, une espèce de salade qu'on trouve encore, mais effectivement beaucoup moins courant que la laitue, de l'estragon, du basilic. Alors le basilic aujourd'hui, nous on le considère plutôt comme une plante provençale. Il faut penser qu'il était planté à bonne exposition, protégé pour résister effectivement au froid. De la serviette perce-pierre, des épinards, du cresson, un grand carré de fraises. Donc on imagine bien le dessert que Émilie et Voltaire dégustaient souvent. On trouve également des petites raves, des radis, du céleri, des framboises, des panais, des melons. Donc le melon qui est un fruit quand même assez raffiné, tout à fait aristocratique et qui demande des soins très particuliers au niveau de la chaleur. Des carottes, des haricots, des fèves. Par contre, vous constaterez qu'il y a un grand absent, c'est la tomate. La tomate qui vient du Mexique et qui apparemment était connue, mais sans doute assez difficile à cultiver, donc on n'en fait pas mention. Alors le jardinier doit aussi confectionner les paillassons nécessaires à la conservation des légumes et des fruits. Donc on imagine qu'il y avait un fruitier. Ce qu'on appelle un fruitier, c'est un bâtiment dans lequel on met les légumes et les fruits
à l'abri des grands froids et qu'on peut aller quérir lorsque de besoin. Alors les fruits, on imagine un petit peu, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des fruits en espalier, buissons et à haut vent. Alors haut vent, aujourd'hui, on dirait plein vent. Hein, donc ce sont des arbres qui ne sont pas taillés, alors que les buissons, ce sont des formes taillées qui permettent une cueillette aisée, si on n'a pas besoin d'échelle, c'est une taille assez basse. Alors il demande aussi aux jardiniers d'avoir des graines en pépinière dans un carré, donc d'avoir des sujets francs qu'on pourra greffer ensuite. Le jardinier doit avoir également soin des orangers, des grenadiers et autres arbres à fleurs et à fruits. Alors l'orangerie, je vais vous la montrer. Voilà, l'orangerie, en fait, elle sera entièrement reconstruite à l'initiative de Florent du Châtelet, donc dans les années 1748-1749. On ne sait pas très bien à quoi ressemblait l'orangerie du temps de Voltaire et Émilie du Châtelet, mais on sait en tout cas qu'il y avait des orangers. Alors, les orangeries, c'est vraiment quelque chose d'assez ancien, on en retrouve dès le XVIe siècle. C'est un bâtiment purement en français. C'est vraiment une invention des jardins de France. Voilà, à gauche, vous avez l'habitation du jardinier, et puis à droite, l'orangerie avec ses grandes fenêtres qui sont inclinées. Là, je vous montre une orangerie qui se trouve en Allemagne, mais où on voit bien l'inclinaison des vitres pour capter, bien sûr, les rayons les plus tardifs du soleil. Alors, dans cette orangerie, on a des arbres qui se trouvent dans des pots ou dans des caisses. Voilà une caisse à droite, pardon, qui date du XVIIIe siècle. Alors, je ne peux pas jurer, bien sûr, qu'on avait les mêmes à cirer, mais voilà tout à fait l'esprit. Celles de gauche sont un peu plus tardives, elles sont d'un jardin de l'Aube, et plus simples, moins ornées. Alors, je vous montre un grenadier, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un fruit qui est assez spectaculaire. Bon, à manger, il n'est pas très intéressant, il y a pratiquement plus de pépins que de chair. Mais pour le propriétaire, c'est une grande fierté d'avoir ce type de végétal chez soi et de pouvoir offrir ce type de dégustation à ses invités, bien sûr. L'oranger, il a une force symbolique encore plus grande puisque c'est le seul végétal qui porte à la fois des fleurs, des feuilles et des fruits. Ce qui donne donc aux propriétaires de ces agrumes eh bien, l'impression qu'ils dominent toutes les saisons, qu'ils dominent la nature. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui sera général dans tous les jardins aristocratiques et ciré, bien sûr, n'échappe pas. Alors voilà des contenants. Celui de droite est encore conservé sur place dans le château, même s'il a perdu un peu son piédestal. Donc des poteries, tout ça est réalisé en terre cuite. Alors bien sûr, c'est une matière assez fragile, donc on a assez peu de témoignages de ce genre de vase. Alors dans l'orangerie, on a encore une série de pots. Comment savoir si ce sont des pots du XVIIIe siècle? Ben, c'est assez facile puisque ce sont des pots qui sont réalisés autour. Donc on a la trace des colombins et de la main du potier dans ces pots. À partir des années 1840, tous les pots de fleurs seront emboutis. Donc on aura une forme extrêmement régulière et beaucoup moins poétique que cela. Alors comment les fleurs, tous ces agrumes ils ne restaient pas dans l'orangerie, bien sûr, donc ils étaient transportés dans la cour d'honneur ou dans les allées du jardin. Alors, ils étaient transportés par ce genre de véhicule à bras ou tirés par un cheval ou un âne. Et on a la chance qu'ils soient encore conservés dans les caves du château. Alors voilà, l'orangerie, une étagère. Bon, le reste de l'orangerie a été aménagé en salon d'été, mais l'étagère est tout à fait de cette époque-là. Et on les transportait également, on avait des étagères pour mettre dans le jardin,
je ne sais pas si vous voyez très bien sur cette gravure, nous ne sommes pas à Cirey, nous sommes à Laurie. C'est un jardin qui se trouve près de Metz, qui se trouvait près de Metz, puisqu'il n'a plus cette allure-là, malheureusement. Mais vous distinguez à droite et à gauche les étagères avec la collection de plantes qui sont disposées pour, évidemment, susciter l'admiration des visiteurs. Et puis vous avez dans le bas, eh bien, deux chevaux qui tirent un petit véhicule sur lequel reposent les fameuses caisses au moment où on va les disposer donc, dans les différents parterres, le long des différentes allées. Voilà. Alors, on a également, je vais parler de la terre cuite, mais des éléments en fonte. Les premiers éléments en fonte en Haute-Marne apparaissent dès le XVIIIe siècle. Et vous avez une forme particulière à gauche là, qui reste à Cirey. On a encore un témoignage. À droite, c'est le jardin de Donjeu, dont je vous ai montré un aperçu tout à l'heure. Mais vous voyez, on est dans les mêmes formes, hein, des formes très, très voisines, qui est assez différent de ce qu'on verra plus tard et qu'on appellera le vase Médicis. Là, on est dans du XVIIIe siècle. Voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi ces vases de Donjeu. Voilà ce qu'on obtenait dans les fonderies haut-marnaises dans les années 1750. Voilà, celui de droite est pourvu de flammes en tôle, donc une autre matière plus fragile que la fonte, mais on obtenait des choses assez spectaculaires. Voilà, et puis bien, un jardin, il faut bien sûr, comme le dit Voltaire, il faut passer du temps, se reposer, contempler les choses. Et je vous donne un exemple de banc, alors qui était en pierre, mais il n'y avait pas que des bancs en pierre, il y avait également des bancs en bois, dont on a gardé très très peu de témoignages. Celui-ci est dans un jardin, se trouve dans un jardin près de Bar-le-Duc. Bon, j'ai souhaité vous le mettre pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on avait comme mobilier de jardin avec ces accoudoirs, ces faux accoudoirs tout à fait dans le style Louis XV, assez chantourné. Et on imagine bien. Alors c'est un banc en 3 places, il paraît très très long, mais n'oubliez pas que les dames avaient des robes à panier, donc des robes très larges, et c'est un banc sur lequel ne peuvent prendre que 3 personnes en fait. Voilà, alors en synthèse, j'allais oublier les outils, pardon, avant de terminer sur le contrat du jardinier. Il avait les parties ornementales à entretenir aussi, donc les bosquets, les charmilles, les tilleuls, les parterres. Il devait tenir les parterres garnis de fleurs en toute saison, ce qui devait être une gageure, tenir les allées et les contre-allées bien nettes, ratisser et repasser au râteau. Donc ça ne suffit pas à ratisser, il faut les repasser au râteau. Tondre celles qui sont en herbe, on avait des allées en herbe aussi, entretenir les tilleuls de la salle d'armes, donc ça c'est les tilleuls dont je vous ai parlé tout à l'heure, les quinconces, de la glacière. Donc la glacière, pour maintenir le plus de fraîcheur, eh bien, on plantait des arbres, voire sur la terre qui recouvrait la voûte, de façon à ombrager au maximum cet édifice. Donc de la glacière, et en planter, là où il en manquera, les garnir d'épines c'est-à-dire d'aubépines, autant qu'il sera nécessaire pour les garantir des bestiaux, donc protéger les jeunes arbres. Cultiver et avoir soin des vignes vierges qui sont le long des murs, tant du jardin qu'autour du château, et des terrasses. Tondre les escaliers et canapés au ciseau. Donc ça, il s'agit en fait de glacis de différents niveaux dans les terrasses. Tailler les buis et les haies, entretenir les treillages tant en berceau qu'en espalier. Alors pour ça, il a des outils qui sont nommés dans son contrat, c'est assez amusant. Et Jacques Parmentier, il dit « Je reconnais avoir entre les mains des outils appartenant aux 10 seigneurs, donc à M. du Châtelet, tant bons que mauvais, à savoir 5 bêches, une fourche de fer à 3 dents, 4 hoyaux. Alors le hoyau, c'est une sorte de houe, avec une partie un petit peu qui ferait penser un peu à une pioche,
avec une partie aplatie pour pouvoir creuser un petit peu la terre. 4 hoyaux, dont 3 larges et un étroit, un pic, une paire de ciseaux à tondre. Donc là, on n'avait pas de tondeuse. Donc imaginez ce que sont des ciseaux à tondre. En fait, c'est un outil qu'on utilisait pour tondre les moutons, tondre la laine. Et là, au lieu de tondre la laine, bien, on coupait l'herbe. Donc ça prenait certainement beaucoup de temps quand il s'agissait d'une grande pelouse. On devait dégrossir avec la faux et affiner avec ces ciseaux qu'on appelait parfois des forces. Une plane à planer, une paire de tenailles, une hache, 2 serpes, 4 arrosoirs de cuivre, dont 2 vieux. Donc là, il prend ses précautions en disant qu'ils ne vont pas tenir très longtemps le coup. Un râteau à dents de fer, c'est spécifié puisqu'un râteau à dents de bois existait aussi. Une charrue à labourer les allées, quelques cloches, tant bonnes que mauvaises. Donc des cloches pour les melons. Bonnes que mauvaises, ça veut dire qu'il y en a qui étaient sans doute un peu fendues ou qui laissaient passer malheureusement le froid. Voilà, excusez-moi, j'allais oublier cet aspect-là, mais qui est quand même assez intéressant. Donc en synthèse du jardin d'Émilie et de Voltaire, voilà, on a constaté que l'axe de symétrie commun à la demeure et au jardin unit les 2 compositions dans une relation de faire-valoir réciproque. Hein, donc là, on est bien dans le classicisme. Cependant, cet axe ne conduit plus orgueilleusement le regard jusqu'à la ligne d'horizon. Il s'achève sur un belvédère qui limite la composition tout en ouvrant celle-ci sur le paysage. Le paysage n'est pas encore objet de désir comme il le sera à partir des années 1760, hein, on est juste avant, et celui de la vallée de la Blaise, laissé ouvert en raison de l'inachèvement du château, l'aile de droite n'est pas construite, est dissimulé par les quinconces de tilleuls. Si dans la première partie du classicisme, vergers et potagers sont tenus à distance du jardin d'agrément, donc tout au XVIIe siècle hein, notamment, qu'on nomme souvent jardin de propreté, puisqu'on peut s'y promener sans se crotter les souliers ni les robes qui touchaient terre, au XVIIIe siècle, cette dissociation devient moins stricte et il n'est pas étonnant de voir les cultures vivrières jouxter les parterres d'ornement et l'axe de promenade. Cette proximité est à rapprocher de celle des jardins de Donjeu que je vous ai montré. Voilà. Donc, ce caractère donne au jardin d'Émilie et de Voltaire un caractère beaucoup plus débonnaire, proche de leur sensibilité, qui aiment cultiver leur jardin sans concession à un apparat datant du grand siècle. Donc on a une évolution tout en gardant certains éléments du classicisme. Alors que va devenir ce jardin, puisque, bon, vous le savez, Émilie meurt en 1749, son mari, il n'est pas souvent là, donc il va néanmoins faire des choses, hein. Je vous ai dit qu'il faisait reconstruire l'orangerie, mais il ne va pas s'attaquer à la deuxième partie du château. Et voilà un plan qui date de 1834, où vous voyez que les jardins ont disparu. On voit des carrés de culture. Alors on imagine qu'il s'agit peut-être de carrés potagers, puisque bon, on a toujours quand même une maisonnée à nourrir, qui entretient les bâtiments, qui entretient le jardin. Mais voilà, il n'est plus tellement question d'apparat. On a quand même toujours l'axe qui mène au belvédère, c'est le rond que vous apercevez en haut du plan, le cercle qui termine la perspective. Alors ensuite, bien, il y aura les vicissitudes bien sûr de la Révolution, et c'est Adélaïde de Simiane qui va se débrouiller pour racheter un peu toutes les parcelles de son parc qui avait été forcément vendu comme bien national. Alors elle, évidemment, elle participe d'une sensibilité tout à fait différente, puisque Rousseau est passé par là-dessus, bien sûr, et surtout, on arrive dans une période qui va succéder au classicisme, qui va s'appeler le pittoresque. Alors le pittoresque, le terme mérite d'être défini, ça signifie digne d'être peint, c'est-à-dire digne de faire un tableau, un dessin. Donc digne de faire un tableau de son jardin, de son parc. Et elle, forcément, Adélaïde de Simiane, elle va se tourner vers cette grande page paysagère que représente la vallée de la Blaise. Donc on a sur cette lithographie ou ce dessin crayonné
la vision complètement changée, puisque le propriétaire, la propriétaire, valorise la partie du château qui est ouverte sur la vallée de la Blaise. Voilà une autre vue. Là, on est devant les écuries qui sont à peu près toujours cette allure. Et elle va faire appel, elle et ses successeurs, la famille de Damas, va faire appel à un très grand paysagiste qui s'appelle Paul Bernard de Lavenne de Choulot. Alors, cet homme a une carrière un petit peu particulière puisqu'il commence sa vie professionnelle comme garde du corps de Louis XVIII et Charles X, ce qui nous mène assez loin des jardins. Et puis, avec l'avènement de Louis-Philippe, sa carrière va s'arrêter net. Et il va complètement changer son fusil d'épaule ou sa bêche ou son râteau en tout cas, et il va dessiner un certain nombre de jardins, pratiquement tous les parcs de ses anciens collègues gardes du corps, qui sont tous été exilés dans leurs terres, et donc il va créer des parcs dans à peu près toute la France. Alors, on sait qu'il a travaillé à Cirey parce qu'il a laissé un traité, L'art des jardins, études théoriques et pratiques, et que dans ce traité, eh bien, on a la liste voilà, de l'ensemble des parcs qu'il a créés, et on voit, par exemple, dans cette liste, on trouve bien sûr Cirey. Cirey qui est à l'époque, alors je vais essayer de vous retrouver la liste. La Haute-Marne, donc il a travaillé à plusieurs reprises, à plusieurs parcs de Haute-Marne. Alors je n'ai pas toute la liste là, vous l'avez en haut à droite, c'est le 5e. Voilà. Donc là il est noté que Cirey appartient à la marquise de Damas, donc qui a succédé à Adélaïde de Simiane dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors Choulot, c'est un architecte paysagiste qui va être célèbre parce qu'il va travailler à un grand lotissement dans la région parisienne qui s'appelle le Vésinet, qui existe toujours, et qui partait de l'idée d'implanter des maisons particulières dans un ensemble paysager planté d'avance. Voilà une vue du Vésinet avec, vous voyez, une maison particulière et un lac, des plantations, bien sûr pour des privilégiés de l'époque. Alors, autre particularité de Paul de Lavenne de Choulot, c'est qu'il travaille avec son épouse. Et son épouse, elle s'est fait une spécialité d'orner ses plans. Alors, c'est elle qui fait ce qu'on appelle un cartouche, vous voyez. Et quand on trouve un plan de Paul de Lavenne de Choulot, c'est très facile de lui attribuer, même s'il ne l'a pas signé, parce que sa femme faisait des cartouches assez caractéristiques. Alors c'est elle aussi qui colorie les plans. Voilà un autre plan de Cirey. Alors je vais vous frustrer beaucoup parce qu'on n'a jamais retrouvé le plan de Cirey. Donc on sait simplement qu'il y a travaillé parce que le nom de Cirey figure dans la liste que je vous ai montrée. Mais on voit un petit peu son travail, donc il crée des grandes promenades en boucle, c'est-à-dire on peut partir à droite ou à gauche du château et faire le tour du domaine avec un certain nombre d'éléments qui forcément relancent l'attention du promeneur, qui peuvent être des pièces d'eau, là on en voit sur ce plan-là, qui peuvent être aussi des massifs arborés, qui sont placés généralement dans les carrefours de façon à dérober aux promeneurs ce qui se passe après. Alors, tous ces parcs-là sont dessinés avec des courbes. L'intérêt d'une courbe, c'est bien sûr de dissimuler ce qui vient et d'exciter l'attention du promeneur. Alors, dans ce qui ramène l'attention du promeneur sur le parc, c'est aussi ce qu'on appelait des fabriques. Donc, des fabriques, ce ne sont pas des usines ou des manufactures, mais ce sont des éléments fabriqués, inventés, par le dessinateur, le paysagiste. C'est un mot assez ancien, on l'emploie déjà dans les cours de dessin au XVIIe siècle, où on demandait aux jeunes apprentis dessinateurs d'enjoliver leurs dessins de paysage avec des éléments qui les rendaient plus piquants
plus pittoresque, on dirait, qui pouvaient être des chaumières, qui pouvaient être des fausses grottes, qui pouvaient être des petits bâtiments comme ceci. Alors ça, c'est donc de la main de l'épouse de Paul de Lavenne de Chouleau. Il en a probablement existé à Cirey, mais voilà une vue du domaine. Alors vous voyez l'étendue, cette fois-ci, ce n'est pas un jardin, c'est un parc. Et Paul de Lavenne de Chouleau va s'exprimer sur l'ensemble du domaine. On va s'y promener un peu plus. Voilà, une fabrique qui a été inventée de toutes pièces. Alors, j'allais dire, c'est une fausse tour, mais qui est en vraie ruine parce qu'elle elle a quand même beaucoup souffert. Elle est sur un terrain assez mouvant, elle est dans le bas de la vallée. Et voilà, on se la raconte, on s'imagine qu'il y a une partie du château médiéval qui se trouvait là, et c'est un but bien sûr de promenade. Alors là, nous ne sommes pas à Cirey, mais c'est un autre exemple d'un parc de Paul de Lavenne de Chouleau, vous voyez, où on a construit un pont faussement ruiné. On a construit une fausse tour, alors, un château fort d'opérette. Et à Cirey, voilà, ce pont très orné, très travaillé, réalisé en fonte, hein, puisque la Haute-Marne, comme vous le savez, dans les années 1840, est le premier département métallurgique de France. Donc on a recours à des objets, des édicules. Voilà, une vue actuelle de cette fameuse passerelle, vous voyez, très élégante, et qui permet de passer du canal à la Blaise canalisée. Voilà. Alors des passerelles, ce serait, je dirais pas un leitmotiv, mais enfin quelque chose de très courant dans les compositions de Paul de Lavenne de Chouleau. Et en général, ces passerelles reliaient une île. Alors l'île, c'est un thème dans les jardins pittoresques très courant. On part de Cythère, bien sûr, au XVIIIe siècle. Cette île où la rencontre amoureuse paraît plus facile que dans la vraie vie, on va dire. Et on aura ce thème qui sera remis au goût du jour par tous les romans de Jules Verne, dont très nombreux se passent dans des îles, avec des robinsonnades, comme on le disait à l'époque, foisonnantes. Et voilà un parc de Paul de Lavenne de Chouleau en Lorraine, Fléville, près de Nancy, qui n'échappe pas à la loi du genre. Et puis à Cirey, la maison du jardinier va être complètement travestie par Paul de Lavenne de Chouleau. On empruntera au vocabulaire scandinave, suisse, en tout cas un vocabulaire qui permet aux promeneurs de voyager et de se croire très loin de la Haute-Marne. Alors c'est une construction qui a un peu souffert, mais elle nous est parvenue à peu près quand même dans son aspect fidèle. Et puis alors, quand on ne construit pas, eh bien on annexe. C'est-à-dire que visuellement, on fait participer à la composition du parc quelques bâtiments intéressants. Ici, c'est l'ancienne forge de Cirey, qui est toujours dans le domaine. Et on peut avoir également des arbres qui sont particuliers. Ici, au premier plan, vous avez un cyprès chauve, alors, qui est intéressant parce qu'il évoque la Louisiane. La Louisiane est française jusqu'en 1805. Hein, c'est Napoléon qui la vendra aux États-Unis. Donc, on a un arbre qui symbolise une contrée très, très lointaine. Alors, un aspect des communs de Cirey. Vous voyez qu'on reprend le même vocabulaire de forme que l'espèce de chalet suisse qui sert de... Et là, on a un travail sur le paysage, sur les fabriques, qui est à l'échelle vraiment des cultures. Ce n'est plus seulement un petit bâtiment anecdotique. Tous les communs ont été traités de la même manière. Voilà une autre petite fabrique dans un parc. C'est un faux ermitage. Jamais aucun ermite n'a habité là, mais forcément, ça fait fantasmer le visiteur. Un banc couvert. Ça, c'est un dessin de la main de Paul de Lavenne de Chouleau. Voilà, retour à Cirey, avec de très beaux arbres, puisque la vallée de la Blaise est devenue un lieu désirable, eh bien, on travaille à l'embellir.
Et on a longtemps attribué à Voltaire ce gros platane que vous avez à votre gauche, et puis une comparaison avec un platane contemporain de Voltaire, celui du parc Monceau à Paris, qui a été planté en 1773, montre bien la différence d'âge qui les sépare. Ah et oui, malheureusement, les platanes de Cirey ne datent pas de Voltaire, qui ne s'intéressait pas du tout à cette partie du parc, du jardin. Voilà, un autre platane qui a depuis disparu puisqu'il a contracté une maladie malheureusement, qui a été planté tout près du château. Ça, c'est un rapport à la végétation qui est typique du pittoresque. À l'époque du classicisme, on n'aurait jamais imaginé planter un arbre aussi près du château, aussi près de la maison. Voilà, à l'époque d'Adélaïde de Simiane, avant l'intervention de Chouleau, vous voyez le bâtiment principal dans le fond, c'est la forge, on a vu de loin. Et puis là, on est, vous voyez ces petites chaises, on est devant le château et on domine cette vallée de la Blaise qui est tout à fait extraordinaire et qu'avait dédaigné Émilie du Châtelet et Voltaire. Voilà, une autre mise en scène, alors là on est du côté du canal, avec des plantations, notamment des résineux, un saule pleureur. Voilà, les résineux, ce sont des arbres typiques de l'époque du pittoresque. À l'époque du classicisme, c'était impensable, ça aurait été vraiment des cheveux sur la soupe que de planter des résineux. Le résineux, il ne faut pas l'oublier, évoque des paysages maritimes ou montagneux, donc des paysages indomptables. Or, à l'époque du classicisme, bien, on prétend maîtriser la nature. Donc, on ne souhaite surtout pas évoquer des paysages aussi rebelles à l'action de l'homme. Alors, au contraire, à l'époque du pittoresque, eh bien, c'est une façon de convoquer des paysages montagnards ou maritimes dans un domaine au Marnais qui est ce qu'il y a de plus aimable. Voilà des plantations qui datent donc de Paul de Lavenne de Chouleau. C'est un groupe de pins noirs, le pin noir qui sera importé en Haute-Marne et qui connaîtra un certain succès. Pour le moment, il n'est encore pas victime de maladie, donc voilà. Alors on ne dégage pas, vous voyez, à cette époque-là, on ne dégage pas les façades. On établit une espèce de rideau, de bosquet qui va servir un petit peu d'intercesseur au paysage. Donc on ne livre pas tout de suite la vallée de la Blaise, on a ce bosquet intermédiaire. Voilà, et bien la promenade s'arrête ici par ce banc réalisé en fonte au XIXe siècle et dont Cirey possède encore un certain nombre, qui datent donc de la famille de Damas. Je vous remercie. Je suis bien sûr à votre disposition pour des questions que vous pourriez me poser sur la période de Voltaire et Émilie, mais peut-être pour la période du 19e aussi, si vous le souhaitez.